Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous présenter, je veux dire, bon, je vais un petit peu arrêter de faire ces fameuses vidéos, je veux dire, scientifiques dans un premier temps, pour les reprendre par après, mais juste pour vous présenter, je veux dire, certaines petites choses, hein, je veux dire, qui sont intéressantes, à savoir, notamment, par exemple, ici, je vais vous présenter, vous faire la présentation de deux petits bouquins, je veux dire, qui sont quasiment, je veux dire, tirés par les mêmes auteurs, je crois. D'ailleurs, je vais vous les présenter tout de suite. Il s'agit en fait de deux petits bouquins scientifiques, notamment qui concernent la physique, hein. Et donc ici, ça a été écrit enfin, par Yvonne Verbist, Alain Birbosia, hein, Luc Nachtergaal, Michel van der Perren, Paul Villers. Voilà, bon, vous aurez compris que ce sont des bouquins, je veux dire, didactiques provenant de Belgique, aux éditions de Book, voilà. Donc les éditions sont ici, et ça s'intitule Physique, cinquième, et il y a le cours de sixième, hein, avec des options complémentaires. Bon, donc ici, bon, qu'est-ce que je vais faire? Ben voilà, ce sont des bouquins, je veux dire, ici je n'ai pas les ISDN, malheureusement, je les ai pas, les numéros ISDN spécifiques pour retrouver ces bouquins, mais normalement, avec ces informations-ci, vous pouvez, je veux dire, acheter les bouquins et je veux dire, commencer à, je veux dire, un petit peu voir ce qu'il en est à l'intérieur. Bon, moi, c'est pas encore ça en cours, on va encore un petit peu lire, hein, je veux dire, ce qu'il est contenu dans l'un des deux bouquins. On va un petit peu lire et puis après, bon, je vous laisse à la lumière et à votre guise d'acheter, je veux dire, soit ce bouquin si vous intéresse ou pas. Bon, donc ici, on va un petit peu lire, bon, par exemple, ce qu'il y a en page 83. On va lire un petit peu la page 83, 84, 85. Qu'est-ce qui marque ici? Confrontation avec le modèle. Ouais, bon, attendez. Voilà. Je fais un zoom, un agrandissement, pour pouvoir, je veux dire, voir ce qu'il est écrit. Bon, confrontation avec le modèle ondulatoire. Ça, c'est le point. Par exemple, ils ont mis le point 4 et le 4.1. Extraction d'électrons. On conçoit bien que la lumière, onde électromagnétique, puisse interagir avec la surface du métal en y faisant vibrer des électrons peu liés. Donc en fait, ici il y a probablement un métal, hein, et il y a une onde électromagnétique. Ici de la lumière qui vient frapper, je veux dire, un métal. Et comme il y a des électrons peu liés, ben, apparemment ils vont être libérés. De la même façon que la vibration imprimée à un tronc d'arbre en fait tomber les fruits. Bon, il donne un cas de figure, bon, hein, de ressemblance, mais pour des personnes scientifiques, ils n'ont pas besoin de cette ressemblance-là parce qu'ils s'en foutent de voir cette analogie. Mais pour des jeunes, hein, il faut voir la chose, comment ça va. On fait vibrer l'arbre, les pommes ou les poires, enfin, peu importe les fruits vont tomber. Bon, pour autant que ce soit un arbre qu'on sache bien sûr, ou plutôt la branche, hein, la branche. Hein, la branche, c'est plus, voilà, un tronc d'arbre ou plutôt une branche d'arbre. Voilà, une quantité d'énergie vibratoire transférée aux électrons peut arriver à vaincre les interactions dues aux forces de Coulomb et leur faire quitter la surface du métal. Bon, c'est-à-dire les interactions dues aux forces de Coulomb, ben, vous aurez compris, c'est QQ' fois une constante divisée par la distance au carré. En fait, ça équivaut au niveau planétaire à, on va dire, une force de gravitation, voilà. Ou gamma ici, la constante ici, gamma QQ' sur R carré, où Q est la première charge et Q' la seconde charge, R carré la distance séparée les deux charges, et gamma étant une constante qui vaut 1 sur 4 pi epsilon 0, hein, qui est, voilà, qui vaut 9 fois 10 exposant 9, et je veux dire qui est, en fait ici c'est un champ coulombien, donc c'est un champ sphérique, coulombien, donc il y a une symétrie, je veux dire sphérique, symétrie sphérique dans l'espace. Alors, influence de l'intensité lumineuse. Éclairer plus intensément correspond à envoyer davantage d'énergie à la surface du métal et permettre donc d'en éjecter plus d'électrons. Donc en fait, ici ils disent que si plus on met de la lumière et plus ça va éjecter. Donc plus on secoue l'arbre, en fait, comme ils avaient expliqué, plus on secoue l'arbre, et plus je veux dire, il y a de fruits qui vont tomber. Enfin, plus on secoue la branche d'arbre. Voilà. Fréquence seuil. Jusqu'ici, le modèle ondulatoire est satisfaisant.
Cependant, il ne peut expliquer la fréquence seuil observée expérimentalement. Si on reprend l'analogie avec l'arbre fruitier, on ne peut imaginer que des oscillations plus lentes ne puissent arracher des fruits, quelle que soit l'amplitude imprimée. Si le modèle ondulatoire peut admettre un seuil en intensité, il ne peut expliquer l'existence d'un seuil en fréquence. Bon, explication, et vous l'aurez compris où ils veulent en venir, hein. En fait, c'est avec le, comment est-ce qu'on appelle ça, la découverte du, enfin, comment est-ce qu'on appelle ça? L'effet photoélectrique, en fait, hein. C'est l'effet photoélectrique. Explication d'Einstein. Bon, hypothèse du photon. Albert Einstein, 1879-1955, qui est un savant atomiste, hein, physicien, hein, physicien, et qui a joué aussi avec l'astrophysique, hein, 1879-1950, qui fait la croisée de tous les grands chemins de la physique moderne, a proposé en 1905 une interprétation du phénomène photoélectrique. Voilà. Donc il a donné une interprétation du phénomène photoélectrique et de ses lois en reprenant une hypothèse de caractère corpusculaire concernant la nature de la lumière. Voilà. La lumière qui éclaire un métal apporte de l'énergie. Bon, je vais parcourir la page 83, 84, 85, comme je l'ai dit, de ces deux bouquins. Donc la lumière qui éclaire là on voit une photo d'Einstein, hein, 1879-1955, prix Nobel en 1921. Et là on voit bien la lumière qui éclaire un métal apporte de l'énergie, mais cela peut se concevoir suivant deux schémas très différents que nous illustrons par deux comparaisons. Un, l'énergie reçue par un mur arrosé à partir d'une lance à incendie est continue. Voilà. Donc là, il va faire référence à comment est-ce qu'on appelle ça, l'aspect, je veux dire, euh, énergétique qui peut être soit, euh, enfin, il va la- opposer la notion de continuité à la notion de discrète, la notion de discontinu, continu, discontinu. Voilà. Mais on sait bien que l'énergie est quantifiée, hein. Voilà, l'énergie quantifiée, euh, notamment pour le photon. D'ailleurs, on l'appelle le quantum. Pourquoi quantum? Parce que bon, c'est une partie, c'est voilà, une discontinuité de l'énergie. Bon, enfin bref. Il n'en est pas de même si ce mur est frappé par des balles tirées d'une mitrailleuse. Chaque impact correspond à l'absorption d'une énergie bien déterminée, à savoir l'énergie cinétique de la balle incidente. L'énergie est ainsi transmise de façon discontinue ou discrète. C'est ainsi que se comporterait la lumière. Donc en fait, voilà. Donc en fait, ils font l'opposition entre un jet incendiaire, enfin un jet d'eau d'une lance d'incendie contre un mur. Toute l'eau arrive, je veux dire, continuellement, je veux dire, sur le mur. Contrairement, je veux dire, si on mettait des petites billes lancées, ben, elles n'arrivent pas tous au même moment. Fatalement, il y en a une qui va arriver avant. Et donc, il dit qu'entre les deux, il y a des sauts. Et donc, il dit que l'énergie, les photons, je veux dire, la lumière, aurait cette tendance-là d'avoir une énergie, je veux dire, plutôt, je veux dire, quantifiée. Donc, chaque, voilà, une énergie quantifiée. Et donc, un aspect, on va dire, discontinu au niveau énergétique. Donc, en effet, selon l'hypothèse d'Einstein, l'absorption de lumière par la matière ne peut se faire que par quantité indivisible, chacune d'entre elles étant appelée photon ou quantum. Voilà, donc en fait, il dit que bon, cette quantité d'énergie, l'absorption de lumière par la matière, se fait que par quantité, je veux dire, qu'on appelle des photons ou des quantums. Voilà, l'énergie transférée ainsi à la matière est donc toujours celle d'un nombre entier de photons. Donc, l'énergie transférée à la matière, bon, il y a un transfert d'énergie à la matière. Hein, on avait parlé matière-énergie, on avait dit qu'il y avait des transferts d'énergie entre matière et énergie. Ça, il faut aller voir les notions sur la matière, hein, j'avais expliqué tout ça. Et l'énergie transférée ainsi de la matière est toujours celle d'un nombre entier de photons. Donc on a
un nombre entier de photons, on dit qu'elle est quantifiée. Voilà. L'énergie d'un photon, E, cette énergie est proportionnelle à la fréquence de la radiation suivant la loi E égale H. HF, ici, ben, parfois on la rencontre suivant E égale H nu. Hein, E égale H nu. Dans cette relation, E désigne l'énergie d'un photon, hein, en joules. H est la constante de Planck et vaut 6,63 fois 10 exposant moins 34 joules seconde. Et F est la fréquence de la radiation lumineuse. Et ici, elle est donnée en Hertz. Voilà. Donc, l'énergie de chaque photon dépend donc uniquement de la fréquence de la radiation, tandis que l'intensité lumineuse d'un faisceau est uniquement déterminée par le nombre de photons qui y sont présents. Voilà. Donc, la fréquence, on dira qu'ici, donc l'énergie de chaque photon dépend donc uniquement de la fréquence. Fatalement, on vient de le voir par la formule E égale H nu, ou E égale HF. Donc, l'énergie de chaque photon, hein, on parle de photons, des quantums, hein, dépend uniquement de la fréquence de la radiation, tandis que l'intensité lumineuse d'un faisceau, hein, est uniquement déterminée par le nombre de photons qui y sont présents. Donc, l'intensité lumineuse, plus c'est intense, hein, je veux dire, plus c'est fort au niveau intensité, et plus ça veut dire qu'on a beaucoup de photons. Voilà. Alors que l'énergie de chaque photon dépend uniquement de la fréquence de la radiation. Donc il y a une relation énergie-fréquence, hein, mais intensité, on va dire l'intensité, nombre de photons. Voilà, explication de l'effet photoélectrique et de ses propriétés. Pour extraire un électron de la surface métallique, il faut lui communiquer une énergie minimum W, dite travail d'extraction. Voilà. Au cours de l'interaction lumière-métal, chaque photon peut céder son énergie HF à un seul électron. Donc, au cours de l'interaction, la lumière, à l'interaction lumière-métal, chaque photon, hein, il y a une interaction entre le monde des photons et le monde corpusculaire à ce niveau-là. Et donc, il y a une interaction lumière-métal. Métal, c'est de la matière, donc c'est des corpusculaires, c'est du corpusculaire. Alors que la lumière, c'est la lumière qui vient frapper le métal. Hein, la lumière, c'est des photons, alors que le métal, ce sont des corpusculaires. Voilà, c'est du corpusculaire. Voilà. Chaque photon peut céder son énergie HF à un seul électron. Donc il cède, il donne du HF à un seul électron. Ça c'est pour un photon. Donc chaque photon peut céder son énergie HF à un seul électron. Donc un photon, interaction, c'est une interaction, un photon vis-à-vis d'un électron. Un photon vis-à-vis d'un électron. Voilà. Donc ça c'est la page 84. C'est des petites explications à lire de ces deux bouquins que j'ai dit. Et on va mettre ici la page 85, hein, pour terminer, pour voir comment ça relate les faits et comment ils expliquent les sciences au niveau de ces deux bouquins ici. Il dit si HF est plus petit que W, hein, un travail d'extraction, si HF est plus petit que W, l'énergie communiquée à chaque électron est insuffisante, quel que soit le nombre d'échanges photons-électrons. C'est-à-dire que quelle que soit l'intensité lumineuse incidente, aucun électron n'est extrait du métal. Voilà. Donc ici, on voit un petit... hein, ici, on voit le travail HF0, le travail pour faire une extraction. Hein. Ici, c'est l'énergie de l'électron hors du métal. Voilà. Voilà. Et ça, on a apporté une énergie HF. Alors ici, qu'est-ce qu'ils disent? Soit F0 la fréquence telle que W égale HF0. Voilà. Donc c'est la fréquence, hein, qui arrive jusqu'au seuil du travail d'extraction. Alors, travail d'extraction, c'est la constante de Planck fois la fréquence, on va dire une fréquence bien précise, qui est apparemment une fréquence d'extraction aussi. Hein. Alors, si HF est plus petit que le travail d'extraction, mais HF est plus petit que HF0, ça c'est mathématique. Hein. Donc, ce qui veut dire que H est une constante, on peut simplifier les H,
et on se retrouve avec F plus petit que F0. Voilà. F0 est donc la fréquence seuil, la fréquence de la radiation incidente, doit au moins atteindre cette valeur pour provoquer l'émission d'électrons. Si HF est plus grand que W, les électrons sont éjectés de la surface du métal avec une énergie cinétique, vous l'aurez compris, mv carré sur 2. Et la conservation d'énergie implique l'égalité HF égale W plus mv carré sur 2, fatalement, parce qu'il y a le travail plus l'énergie cinétique qui va faire que, voilà, qui va donner en fait cette énergie pour pouvoir, je veux dire, extraire cet électron. Voilà. La vérification expérimentale de cette relation par Millikan, hein, en 1916, apporta une confirmation à ce retour de la conception corpusculaire proposée par Einstein et qui avait d'abord été très contestée. Très contestée. Voilà. Bon, ce qui veut dire par là que, bon, on voit bien que ce qui a fait en fait, c'est l'interaction. Einstein a un petit peu expliqué l'interaction, je veux dire, photon-électron. Et que, bon, il a vu ça, il a vu les photons comme étant, je veux dire, une espèce de particule énergétique, hein, contenant de l'énergie. Et quand elle interagissait avec du métal, et donc du corpusculaire, hein, avec des électrons, qu'est-ce qui se passait? Ben, il y avait une interaction photon-électron avec, euh, en soi, quand la fréquence était, je veux dire, euh, en dessous quand on avait une fréquence, on était en dessous d'un travail, on va dire en dessous d'un travail euh, euh, nécessaire pour extraire, mais il se passait rien en fait. Voilà. Et quand on était au-dessus d'un travail, au-dessus du travail d'extraction, eh bien, il se passait, je veux dire, l'extraction de l'électron. Et ce travail d'extraction, ben, en fait, il dépendait de la fréquence, je veux dire, de radiation du photon. Voilà. Et si la fréquence était plus petite que F0, hein, si la fréquence était plus petite que F0, à ce moment-là, on avait HF, et on était au-delà de l'extraction, et fatalement, si F0, attendez, hein, on va contrôler, HF, ici je me demande, parce qu'ici ils disent HF plus petit que W. Or on voit que HF est plus grand que W. En regardant ceci, HF, non en fait ici je crois qu'ils se sont trompés. Parce que pour l'extraire, il faut que HF soit plus grand que W. Donc, pour moi, il faut une fréquence plus grande. Si on a une fréquence plus grande que F0, fatalement, si F est plus grand que F0, fatalement, on a HF qui est plus grand que HF0. Donc à ce moment-là, là ici, je crois qu'ils se sont trompés au niveau du signe. Au niveau du signe. Parce que si HF est plus petit que W, à ce moment-là, il ne s'extrait pas. Il faut que HF, l'énergie soit plus grande que... Voilà. Ah, ah ben voilà, c'est ce qu'ils se disent ici. Ici, apparemment, qu'est-ce qu'il dit? F0 est donc la fréquence seuil, la fréquence de la radiation incidente doit au moins atteindre cette valeur. Voilà. Quand on est en dessous de F0, voilà, c'est ça, c'est bien ce que c'est bien ce qu'ils disent. Voilà, ils disent bien ça. Si on a une fréquence inférieure à la fréquence F0, enfin, il n'y a pas d'extraction. Mais si on a une fréquence supérieure à F0, on a extraction. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Voilà. Et lui, il a découvert, Einstein, bon, que qui dit extraction dit énergie en mouvement, donc énergie cinétique. Et si HF est plus grand que W, les électrons sont éjectés avec une énergie cinétique égale à mv carré sur 2. Donc ici, on aura un travail d'extraction plus l'énergie cinétique de mise en mouvement des électrons, et tout ça, c'est il faut donner cette énergie-là égale à HF pour justement avoir le travail d'extraction et
donner l'énergie cinétique suffisante pour pouvoir avoir comment est-ce qu'on appelle ça, le mouvement. Et donc ça a été confirmé par une expérience de Millikan en 1916, qui apporta une confirmation à ce retour à la conception corpusculaire proposée par Einstein et qui avait d'abord été très contesté. Donc en fait, c'est bien l'interaction photon-électron. Photon-électron. L'interaction photon-électron. Voilà, ici, qu'est-ce qu'ils disent? Émission de lumière, l'hypothèse d'Einstein reprenait une suggestion formulée par le physicien allemand Max Planck à propos de l'émission de lumière par les corps incandescents. L'émission de lumière est également quantifiée. Une source de radiation lumineuse de fréquence F émet des photons d'énergie E égale HF. En fait, c'était la découverte. C'est plutôt la confirmation de l'existence de photons. Et quand on met de la lumière, on a des photons. Voilà. Voilà. Ici, on a un petit exercice pour compléter le tableau suivant. On a la longueur d'onde. Hein, on a la fréquence en hertz, la longueur d'onde en mètres, et on a l'énergie en joule. Eh bien, s'il donne par exemple la longueur d'onde, pour rechercher la fréquence, la longueur d'onde, donc 1 sur la fréquence, c'est la période. Voilà. Donc s'il faudrait faire un calcul, ici, Max Planck, 1858-1947. Bon, s'il faudrait faire un calcul, on sait bien que la fréquence est l'inverse de la période, que on sait bien que l'espace, c'est une vitesse fois un temps. Voilà. L'espace, la vitesse fois un temps. Donc, l'espace est en mètres, la vitesse en mètres par seconde, le temps, c'est en secondes. Donc, si on fait la même chose ici avec la longueur d'onde, c'est en mètres, c'est la vitesse de la lumière, parce qu'ici, on parle de photons, fois le temps. Voilà. Et l'énergie, c'est E égale HF. Voilà. Par contre, ici, le temps, c'est la période. Le temps ici, c'est la période. La période CT. Voilà. Donc, si je cherche, par exemple, si je cherche l'énergie, connaissant la fréquence, j'applique E égale HF. Donc, ces deux exercices-ci sont équivalents. Il suffit de faire E égale HF. Voilà. Puis, connaissant la fréquence, je sais trouver, connaissant la fréquence, je sais trouver la période T, et donc, puisque je fais T égale 1 sur F, et je fais C fois T, la vitesse de la lumière fois la période, j'ai la longueur d'onde. Donc je sais trouver ceci. Idem pour celui-là. Voilà, maintenant pour celui-ci, je connais l'énergie. Mais l'énergie, si je connais l'énergie, pour trouver la fréquence, je divise par la constante de Planck. Donc, l'énergie divisée par la constante de Planck, j'ai la fréquence. Et ayant la fréquence, je fais l'inverse de la fréquence pour trouver la période, et je fais la vitesse de la lumière fois la période pour trouver la longueur d'onde. Donc je sais retrouver ceci ici. Et idem ici, c'est le même exercice. Voilà. Maintenant, on me donne la longueur d'onde. On me donne la longueur d'onde, je dois chercher la fréquence, et bon, ici, connaissant la longueur d'onde, je divise par la vitesse de la lumière, j'ai la période. Ayant la période, je fais l'inverse de la période, j'ai la fréquence. Et connaissant la fréquence, je fais E égale HF et j'ai l'énergie. Voilà, donc ça c'est un cas de figure de bouquin que vous pouvez acheter, que vous pouvez lire et qui donne des explications au niveau scientifique
je veux dire, de comment on appelle ça? Au niveau scientifique, qui donne des explications. Voilà, qui donne des explications, je veux dire, de notions de physique, hein, et qui méritent d'être lues, parce que bon, s'il y a des gens qui ont écrit des bouquins, ça pourrait être lu, et notamment si ça peut intéresser certaines personnes, hein, qui ont, je veux dire, une nature, je veux dire, à pouvoir essayer de comprendre beaucoup de choses. Beaucoup d'explications sont données dans des cours, des livres, et donc il suffit pas d'aller chercher forcément l'information ailleurs, puisqu'elle est contenue dans des bouquins, hein, les informations sont dans les bouquins, et je veux dire, à partir de là, on peut avoir une certaine culture scientifique, certains acquis scientifiques, en étant, je veux dire, autodidacte, en lisant correctement, je veux dire, les bouquins. Et ces deux bouquins peuvent apporter déjà pas mal de culture scientifique au niveau physique. Et ça, c'est pour les personnes qui suivent la cinquième année, le cursus de cinquième année et le sixième année. Autant dire que c'est le troisième degré, parce que le premier degré, c'est première année et deuxième année du secondaire. Deuxième degré, c'est troisième année et quatrième année du secondaire. Euh, et fatalement, la cinquième et sixième est le troisième degré. Troisième degré. Donc il y a 3 degrés. Sur 6 ans, il y a 3 degrés, chacun réparti sur 2 années, si vous voulez. Voilà. Et donc ici, on a pu voir bon, les pages 84, 85, 86 concernant, je veux dire, la physique, mais notamment l'explication du photon et l'interaction photon-électron et euh, les découvertes en son temps par les scientifiques euh, cités. Hein. On a vu qu'il y avait Max Planck, il y avait Einstein, bien sûr, et comment il s'appelle Max Planck, Einstein et je me rappelle plus du nom. Euh, Enfin, si j'en oublie un, je m'excuse, mais Millikan, voilà, Millikan. Voilà, voilà, parce que lui, il l'a vu expérimentalement. Hein. Voilà, voilà. Donc ici, celui qui veut acheter le bouquin, bon, il peut s'acheter ces deux petits bouquins et les parcourir et regarder, bon, et de s'instruire et ne pas attendre forcément que les autres viennent vous donner l'information et ne pas attendre qu'un professeur ou qu'une personne vienne vous donner des explications. Tout le savoir est déjà dans des bouquins, il suffit d'aller le rechercher. Il existe pas mal de bouquins et celui-ci en est un. Voilà. Donc je répète, hein, c'est Yvonne Verbist, Alain Bribosia, Luc Nachtergaal, Michel van der Perren et Paul Villers. Hein, physique de cinquième année, sixième année, option complémentaire. Voilà, je vous remercie.